Alors, on va revenir un petit peu sur les modes de fonctionnement des entreprises, sur les structures d'organisation des entreprises. Quel mode de fonctionnement de l'entreprise pour favoriser l'innovation? Alors, on classe les entreprises entre modes de fonctionnement mécanistes. Mécanistes, c'est les entreprises où le fonctionnement est extrêmement hiérarchique, où il y a des procédures très formalisées, peu de communication, peu de polyvalence entre le personnel, peu de place pour l'improvisation. Évidemment, dans les deux cas, c'est des situations caricaturales, poussées à l'extrême. Et donc, des modes de fonctionnement organiques, là où il y a très peu de hiérarchie. On peut prendre des initiatives, il y a peu de procédures formalisées, on est très libre, beaucoup de communication et on peut improviser. Alors, à votre avis, quelle est la structure la plus favorable pour innover? Mode de fonctionnement plus favorable? Organique? Les autres aussi disent organique? Pardon? Pas forcément. C'est-à-dire qu'en fait, il faut être un petit peu entre les deux. Il faut être un petit peu entre les deux parce que si vous êtes complètement organique, totalement organique, effectivement, les gens seront libres de prendre des initiatives, sont libres de faire ce qu'ils veulent. Le problème, c'est qu'une extrême liberté, c'est souvent un peu de désordre, un peu de chaos, et ça peut insécuriser les gens, en fait. Quand les gens sont dans trop de désordre, trop de chaos, et quand les gens sont insécurisés, en fait, ils ne prennent pas d'initiative. Bon, ensuite, il faut un peu d'hiérarchie, parce qu'il faut quand même que tout le monde ait bien conscience, ait bien une vision identique de l'objectif, et qu'il y ait des gens responsables. Celui qui est en haut de la hiérarchie, c'est quand même celui qui est responsable, le premier. Et donc, il faut affecter des responsabilités. Donc, il faut bien définir les priorités, que chacun ait bien conscience de comment la stratégie de l'entreprise se décline à son niveau et comment le projet, lui, il s'insère dans la stratégie de l'entreprise. C'est une manière de bien comprendre où doit aller le projet. Et donc ça, et aussi qu'on sache qui fait quoi, qui est responsable de quoi sur ce projet. Que les responsabilités soient bien définies sur le projet. Ça va permettre que les gens ont des cadres, ils sont sécurisés, et à l'intérieur de ces cadres, ils vont pouvoir prendre des initiatives. Donc, ils sauront quelles initiatives ils peuvent prendre parce qu'ils savent dans quel cadre ils sont. Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une communication très forte entre les personnes du projet et laisser la possibilité d'improviser, c'est-à-dire que le processus d'innovation lui-même, surtout dans la période d'exploration, au début, il ne va pas être structuré, on ne va pas le cadrer, on va laisser les gens explorer de façon assez large. On va peut-être même faire ce qu'on appelle des brainstorming, où les gens ont le droit de dire un peu des bêtises, tout ce qui leur passe par la tête, où on ne censure pas. On fait des réunions où les gens ne se censurent pas, ce qu'on appelle des réunions de créativité, pour sortir le maximum d'idées. Même des idées bêtes, donc il faut être libre de sortir même des idées bêtes. Et donc parfois, les groupes qui ont les moyens, ils mettent les gens à la campagne, dans une petite résidence cosy, pour faire des réunions de créativité, où tout le monde va pouvoir émettre toutes les idées. Et après, dans un second temps, on va faire le tri de ces idées, on va essayer de rebondir dessus, et ça va peut-être donner l'idée de projets, de produits, de services nouveaux. Alors, priorités bien définies. Il ne faut pas oublier qu'en fait, les priorités, au cours du projet, elles peuvent changer. Donc ça, il faut aussi penser que régulièrement, voir si on a les bonnes priorités. Parce que ça, c'est vraiment le genre d'inertie qu'il peut y avoir dans n'importe quelle organisation, et a fortiori dans une entreprise, que cette entreprise, elle a l'habitude que sa priorité, ce soit la qualité du produit, par exemple. Elle est obsédée par la qualité du produit. Mais du coup, elle innove peu. Elle innove peu parce que, bon, c'est bien. Après, dès qu'on innove, bon, on n'est plus très sûr de la qualité du produit. Il va falloir refaire toutes des procédures qualité spécifiques à ce produit-là. Et donc, il faut que, bon, suivant les projets, suivant les stades d'évolution de l'entreprise, les priorités, elles peuvent changer et changer beaucoup. Forte communication, alors interne au projet, et je dis aussi interprojet. C'est-à-dire que souvent, une manière d'avoir plus d'idées, ça peut être
de faire se rencontrer les gens qui travaillent sur des projets différents, hein, faire des réunions interprojets, chacun présente son projet aux autres, faire parfois aussi des réunions interdivisions. Hein, dans un grand groupe, on a des gens qui font du biscuit, d'autres qui font du yaourt. Les faire se rencontrer, parfois ça peut leur donner des idées. Hein. Un arôme qui est utilisé sur le biscuit peut servir au yaourt, ou vous avez eu parfois des yaourts Nestlé à une époque qui étaient des yaourts dans lesquels il y avait des morceaux qui avaient des goûts de gâteau, quoi. Ils avaient fait des mix yaourts de gâteau qui étaient des produits nouveaux, qui ont bien marché. Pas marché de façon éternelle, mais enfin, en tout cas, ils ont marché suffisamment pour sûrement être rentables. Donc, transférer des connaissances d'une division à l'autre, d'un projet à l'autre, faire en sorte que les gens communiquent, c'est extrêmement important. Alors, forte communication, ça veut dire aussi qu'il y aura des réunions qui seront planifiées, programmées, mais qu'on laissera aussi, si on a besoin, on peut aussi se contacter par mail et faire une réunion spontanément qui n'est pas prévue au planning. Hein. Donc on est libre de créer des réunions, on est aussi libre de communiquer si on se rencontre autour de la machine à café. Hein, il faut que la communication puisse être... Il y a une partie de la communication qui est programmée, et puis le reste, il faut qu'il puisse y avoir des réunions informelles qui soient décidées. Donc, ça sont des aspects importants pour faire en sorte que les entreprises arrivent à innover. Je ne sais plus ce que je veux dire là-dessus. Ça fait rien. Il faut aussi, pour innover, essayer d'anticiper l'évolution économique, essayer d'anticiper ce qui va se passer. Donc, comment on peut faire pour anticiper l'avenir. L'avenir, votre environnement d'entreprise dans l'avenir, comment il va évoluer? Comment vous pouvez faire? Faire plusieurs scénarios, oui, tout à fait. Mais à partir de quoi on va les faire, ces scénarios? À partir de quelles informations? Des études, bon oui, qu'on a pu faire ou qu'on peut se procurer. Hein. On peut se procurer des études faites par des agences. Hein. Il y a plein d'agences qui font des études, et il y a aussi la recherche hein, qui produit des études et des rapports tout le temps. Et puis, on va généralement mettre en œuvre de la veille, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que dans les grands groupes, ils vont avoir des services de veille qui vont faire de la veille, soit de la veille concurrentielle. Donc, on épluche la littérature professionnelle pour voir ce que font les concurrents. Ah, ils créent un site ici. Ah, ils développent tel produit. On fait parler les fournisseurs pour essayer de savoir quelle ligne de production ils ont acheté, ils ont commandé. Ça, c'est la veille concurrentielle. Et on aura de la veille juridique et de la veille économique. Et de la veille technologique, essayer de savoir ce qui risque d'arriver au niveau technologique dans son champ d'activité. Alors, les grands groupes peuvent avoir des services de documentation qui vont éplucher toute la littérature, qui vont... vous avez vu aussi qu'ils ont des bases d'informations, hein, des bases de données. On peut s'abonner à des bases de données de son secteur qui va vous donner tout un ensemble. Hein, vous en a parlé l'intervenant hier. Bon, c'est un peu cher, mais c'est en général, ça peut être à l'échelle de l'Europe ou à l'échelle mondiale. Vous saurez, par exemple, il y a des bases de données où vous saurez tous les produits nouveaux qui sont sortis. Les grands groupes peuvent aussi faire appel à des sociétés extérieures spécialisées qui, vous leur dites, dans mon secteur d'activité, je veux savoir tous les produits nouveaux qui sortent sur la planète. Donc, il y a des sociétés qui vont aller au Japon, qui sont capables de vous dire quel produit nouveau en produits laitiers, en biscuits, est sorti sur le linéaire d'un supermarché japonais. Il peut photographier le produit in situ, comme ça vous avez son positionnement dans le linéaire, comment il est présenté. Il vous envoie quelques échantillons. Et vous avez le packaging, vous avez le prix. En agroalimentaire, vous pouvez analyser le produit. Et avec les puissants appareils d'analyse d'aujourd'hui que les grands groupes ont, en général, vous savez comment il a été fabriqué. Donc, c'est assez facile d'imiter. De ce point de vue-là, les grands groupes ont une grande capacité d'imitation, ce qui est dommage parce que parfois pour les PME, parce que parfois les PME innovent,
mais en fait, le grand groupe peut derrière limiter, et avec la capacité de communication du grand groupe, et c'est en général, souvent, les grands groupes sont très bons en qualité, donc ils peuvent refaire le même produit. Ils sont moins bons souvent en innovation, mais très bons en qualité. Donc ils imitent et ils font le produit avec une grande qualité, puis avec la pub derrière. C'est plus difficile pour la PME. Donc, services de veille technologique et concurrentielle, et les services de documentation des grands groupes, l'important, c'est qu'ils envoient la bonne information à la bonne personne. Parce que c'est vrai que si on a plein d'informations qui sont envoyées, qu'elle n'est pas triée, qu'elle est tous azimuts, ben on n'arrivera pas à l'utiliser, on n'aura pas le temps, surtout un cas dans un grand groupe, il n'aura pas le temps de la trier et de l'utiliser. Donc il faut qu'il y ait un filtre, et ça, c'est les bons services de documentation savent à qui envoyer telle ou telle information, et de façon à ce que, ou un digeste de l'information, et puis comme ça, l'ingénieur, il voit, il voit quel type d'information il va réellement lire et approfondir, parce que celle-là lui sera utile. Donc ça, c'est important qu'il y ait un pré-tri. Alors, si vous êtes une PME, une entreprise moyenne, et que vous n'avez pas les moyens de vous payer un service de doc, ben vous allez envoyer vos cadres au congrès, aux foires, à différents salons, hein, pour recueillir de l'information. Et alors, ce qui est important, c'est que quand les cadres reviennent, c'est qu'ils mutualisent cette information. C'est-à-dire que chacun a appris des tas de choses. Donc, il faut une réunion où il va être débriefé, ce cadre qui était au salon, et où il va donner aux autres les informations qu'il a. S'il les garde, ben, peut-être qu'il a une information qui, à lui n'est pas utile, mais qui serait très utile à quelqu'un d'autre dans l'entreprise. Donc, c'est très important de débriefer les gens pour faire circuler l'information. Par exemple, c'était une entreprise, un grand groupe de charcuterie européen. Ils envoyaient ces cadres au salon du loisir. C'est au salon du loisir. Pourquoi? Parce qu'en fait, de la charcuterie, du saucisson, etc., on en consomme beaucoup quand on fait des pique-niques, quand on va dans des centres de loisirs, etc. Donc en fait, pour eux, c'était une information très importante de savoir comment évoluer les loisirs pour anticiper les usages de leurs produits. Donc vous voyez qu'il faut avoir une vision assez large, hein, des informations qui sont utiles. Alors, évidemment, s'informer auprès d'experts en prospective, d'experts en droit fiscal, en droit et en fiscalité, avoir un peu une antenne chez les politiques pour voir un petit peu qu'est-ce qui risque d'y arriver en termes de réglementation, de normes, etc. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas se faire une vision du futur, donc justement un scénario du futur ou même 2 scénarios du futur, et puis les garder le même sans jamais le revisiter pendant 3 ans. Parce qu'en fait, les choses évoluent très vite. Donc il faut se faire une vision du futur, mais il faut régulièrement la re-questionner. On pensait que telle technologie était un danger pour nous. Est-ce que ça l'est toujours? Tel concurrent, est-ce que ça l'est toujours? Est-ce que c'est pas tel autre? Est-ce qu'il ne faut pas... Donc, refaire régulièrement. En fait, on peut faire ça en faisant des réunions de cadres régulièrement pour prévoir les évolutions à venir. Donc, s'informer auprès des clients, hein, pour comprendre, effectivement. Alors, on peut aussi utiliser, les entreprises agroalimentaires utilisent beaucoup, et de la cosmétique, les agences de com, parce que les agences de com sont très branchés sur les tendances d'évolution des modes de vie, des goûts, des modes, etc. Et donc souvent, d'ailleurs, ils les mettent en amont dans les groupes ils associent les agences de com au début des processus d'innovation, dans les premières réunions, quand on commence à définir un concept de produit nouveau, parce que justement, ces gens vont apporter une vision que parfois les entreprises n'ont pas elles-mêmes sur l'évolution des tendances de mode, aussi des modes de vie, hein, simplement. De l'évolution de la composition des familles, par exemple, ça peut jouer beaucoup en agroalimentaire. Alors, une manière aussi de se faire une idée du futur, c'est de faire des produits expérimentés, des prototypes qu'on va confier à quelques exemplaires de clients, à quelques clients individuels. En logiciel, ils font ça. Hein. Il y a des gens qui sont passionnés d'informatique ou de logiciel, qui sont en amateur. On peut leur confier notre prototype et puis on regarde qu'est-ce qu'ils en disent. Peut-être qu'ils vont le débugger en plus. Eux seront très contents parce que c'est un nouveau jouet.
et puis l'entreprise a tout à y gagner. Alors Danone fait ça fait ce genre de choses. À Palaiseau, ils ont une espèce de grande cuisine expérimentale où en fait il y a plein de caméras et où ils invitent des groupes de consommateurs et ils leur présentent des petites maquettes des produits qu'ils envisagent de faire. Et tout à côté, il y a le laboratoire et il y a des glaces sans teint où il y a les équipes marketing, les équipes R&D qui observent les réunions qui sont en général animées par une psychologue. Parce qu'il faut que tout le monde s'exprime, quoi. En fait, la vie du timide qui reste dans son coin est aussi importante que celui qui prend facilement que la vie de celui qui prend facilement la parole. Donc, on leur confie des produits, puis en temps réel, ils disent c'est trop sucré, c'est pas assez sucré, c'est trop gras, c'est pas le bon arôme. En temps réel, on peut le modifier, puis on leur redonne un autre produit. Et comme ça, les groupes de consommateurs aident à concevoir les produits. Bon, il faut avoir les moyens de Danone. C'est pas à la portée de tout le monde. Vous avez vu que parfois, c'est le personnel de l'entreprise qui goûte les produits, très souvent. Très souvent. Un personnel d'entreprise, il peut faire aussi l'analyse organoleptique, mais là, c'est autre chose. Ils peuvent être entraînés pour noter toutes les caractéristiques de notre catégorie de produits. Mais donc, il y aura des gens spécifiques qui peuvent être la secrétaire ou le personnel d'entretien, mais qui ne fume pas et qu'on a repéré qu'il avait de bonnes capacités à apprécier les produits du point de vue organoleptique et notre catégorie de produits. Donc, faire des tests auprès des utilisateurs pour identifier les besoins. C'est important. Alors, ce qu'ils peuvent aussi utiliser, c'est les sites de marque, parce que maintenant, avec Internet, les gens s'expriment beaucoup sur Internet. Donc, on peut animer un site de marque de telle sorte que les gens s'expriment, disent ce qui leur plaît dans les produits, ce qui ne leur plaît pas. Et parfois, ils peuvent même donner leur recette de qu'est-ce qu'ils font des produits. Parfois, ils donnent des idées aux autres. Ah, mais moi, ce produit, je l'utilise comme ci, comme ça, je passe au four, etc. Donc, du coup, ça peut être une source aussi d'information pour le groupe. Et donc, on va aussi faire des réunions, donc programmer régulièrement des réunions avec les cadres pour revoir sa vision du futur, confronter les visions des futurs des différents personnels de l'entreprise pour réévaluer les informations qu'on a sur la technologie, les évolutions technologiques, les évolutions des marchés, des clients, des utilisateurs, et puis aussi les évolutions de la réglementation. Alors, on va essayer de prévoir à 2 ou 3 ans. On ne va pas essayer de prévoir à plus, parce que surtout le monde change de plus en plus vite, le monde évolue de plus en plus vite, et au-delà de 3 ans, ça n'aurait pas tellement d'intérêt, parce que ça va être très vite obsolète comme prévision. Mais très fréquemment, il ne faudra pas oublier de réévaluer la vision qu'on s'est faite, les anticipations qu'on s'est faites du futur. Et effectivement, on peut faire plusieurs scénarios, c'est même conseillé. Alors, autre élément, c'est qu'il faut capitaliser les connaissances et les compétences au sein d'un projet à l'autre. Comment on peut faire pour que je démarre un projet maintenant, j'ai fait un projet qui avait des éléments communs l'an dernier ou il y a 3 ans, comment je peux faire pour tout le travail, toutes les connaissances qu'on a accumulées quand on travaillait, je ne sais pas moi, sur le biscuit pour enfants il y a 3 ans, que ça passe dans le futur projet sur le biscuit pour sportifs. Comment je peux faire? Reprendre les mêmes personnes, ça, ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est au moins reprendre une personne qui était bien au courant des éléments qui sont importants, par exemple, le procédé, etc. On peut effectivement transférer une personne de l'ancien projet dans le nouveau, et c'est une bonne manière de s'assurer que les informations passent, parce que sinon, effectivement, il y aura les rapports, il y aura les fiches produits, etc. Il y a tout ce qu'on génère comme documentation, mais il y a toute la connaissance tacite, je vous ai dit, qui est guère codable, qui va passer difficilement dans... Alors, les entreprises s'efforcent de coder au maximum toutes les connaissances, mais c'est quand même difficile. Il y a des choses qui toujours échappent, et donc c'est mieux. À la fois, on pourra se référer à tout ce qui a été écrit sur l'ancien projet, mais c'est mieux aussi si une personne est transmise. Créer un rythme. Alors ça, c'est important de créer un rythme sur les projets, parce que les gens, en fait, communiquent mieux entre eux quand ils savent qu'ils vont
quand ils savent qu'ils vont, par exemple, arrêter ce projet et puis passer à un autre. Quand ils savent, ils organisent mieux leur travail, quand ils savent où ils vont, ce qu'ils ont à faire l'année suivante, les mois suivants. Et du coup, ils se communiquent mieux entre eux, ils coopèrent mieux entre eux. Donc souvent, les entreprises disent on renouvelle 20% des projets chaque année, ou tous les 2 ans, on fait un nouveau produit. Et on crée de cette manière des routines de passation d'un projet à l'autre. Alors, un autre aspect important dans les grands groupes, là je n'ai pas de slide, mais c'est le fait qu'il y a une partie de l'innovation, on a vu qu'il y a de l'innovation plutôt incrémentale, où le groupe s'appuie sur les compétences qu'il a, ce qu'on appelle de l'innovation d'exploitation. Cette innovation-là, elle est plus facile à programmer, à planifier. Hein. Les explorations sont plus limitées. Après, on peut faire de la gestion de projet. Et on va pouvoir aussi là, gérer le rythme de renouvellement de produits plus facilement. Dans les grands groupes, souvent, c'est fait entre les divisions R&D et marketing des groupes et avec des cellules de R&D qui sont dans les usines. Il peut y avoir aussi une R&D centralisée qui s'occupe de ça et qui travaille avec des marketing qui sont dans les différents pays. Et puis, il y a l'innovation qu'on appelle l'innovation d'exploration, qui est plus forte, qui est plus proche des innovations radicales, qui est souvent une innovation plus technologique. Souvent, on travaille sur un ingrédient qu'on veut, ça va être de la recherche plus longue, sur un procédé nouveau qu'on met au point, sur un emballage particulier. Là, on va travailler avec des groupes d'emballage. Et donc, c'est des projets qui sont beaucoup plus longs, qui ont une innovation beaucoup plus forte et qui exigent de la recherche. Donc là, c'est fait par les grands centres de recherche. Et donc, c'est très centralisé. Et enfin, en agroalimentaire, c'est très centralisé, parce que en général, les groupes ont Nestlé, par exemple, a un énorme centre de recherche en Suisse, enfin plusieurs centres de recherche en Suisse. Et puis, ces autres centres de recherche seront des centres plus techniques, qui seront déjà moins de la recherche proche du fondamental, et qui seront déjà plus proches de l'innovation d'exploitation, qui seront des centres techniques qui sont thématiques. En France, on a le centre de technique de Nestlé sur les glaces et les surgelés. Aux États-Unis, il y a le centre technique sur le chocolat de Nestlé, et en Angleterre, c'est sur le thé. Donc, par thématique, comme ça, ils les répartissent dans les différents pays. Par contre, chez Danone, une grande partie de la recherche, donc c'est plutôt recherche et développement chez Danone que recherche, va être à Palaiseau, une très très grande partie, avec des centres de recherche plus petits en Asie et un autre centre de recherche plus petit aux États-Unis. Donc plutôt une recherche très centralisée. Alors, comme on a 2 niveaux de recherche, donc on a 2 niveaux d'innovation, l'innovation d'exploitation et l'innovation d'exploration, c'est important que ces 2 niveaux communiquent. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'il y ait des structures hybrides, comme ça, qu'il y ait des structures qui comprennent c'est pas la même organisation pour faire de l'innovation d'exploitation et de l'innovation d'exploration. Là, on va plus gérer des gens qui vont faire de la recherche, tandis que l'autre, on va plus gérer des gens qui font du développement. Mais il faut que les 2 communiquent, parce que la recherche, elle doit justement alimenter le développement, et le développement et les usines doivent aussi alimenter la recherche en question à résoudre. Donc, il faut faire en sorte que les deux structures échangent. Et souvent, ça se fait, on demande à la recherche de venir faire régulièrement des conférences sur ce qu'elle fait. Comme ça, les gens du développement, les gens des usines peuvent venir écouter. Et il y a des échanges. Ce sont aussi les directeurs de filiales dans les différents pays qui vont faire remonter à la recherche des problématiques que leurs usines rencontrent, ou que leur marketing rencontre, ou que leur R&D rencontre. Et parfois, la recherche est un centre de profit. C'est-à-dire que la R&D va lui poser une question, mais la recherche va recevoir, va être payée pour répondre à des questions. Enfin, donc, il y a différentes manières d'organiser, de faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les deux, et que donc les différentes structures, il faut qu'elles soient amenées à coopérer. Parce que parfois, je vous ai dit, c'est pas facile de faire. C'est pas immédiat que ces structures-là coopèrent entre elles, mais c'est essentiel pour que ce soit efficace. Alors, donc, pour conclure un peu, la gestion de l'innovation, elle a beaucoup évolué, elle s'est beaucoup améliorée.
le management de projet a été efficace, on gère mieux l'innovation, les entreprises vont plus vite à innover, on voit d'ailleurs tellement plus vite qu'on a une intensité d'innovation en biens de consommation, on a trop d'innovation. Les utilisateurs, ils sont un peu perdus. Si vous regardez dans un hypermarché, le nombre de produits agroalimentaires, le nombre de produits cosmétiques, le nombre de détergents, vous avez des linéaires tellement longs que personne ne va parcourir tout le linéaire, regarder ce qu'il y a partout, quoi. Donc, il y a un petit peu un effet pervers d'un trop-plein d'innovation, et avec des problèmes qui restent... il y a toujours des dérives de coûts, il y a toujours des dérives de délai. Ça, c'est inévitable, en fait, parce qu'on ne peut pas réellement prévoir tout. Mais ce qui est surtout un problème, c'est que c'est dans la gestion des portefeuilles de projets. Donc, les entreprises gèrent des portefeuilles de projets. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les comités d'innovation dont je vous ai parlé, là, les comités intermédiaires, voient l'ensemble, ont une vision de l'ensemble des projets qui sont en cours dans l'entreprise, des projets d'innovation. Et de leur point de vue, il faut d'une part que tous les membres des équipes R&D soient occupés, que tout le monde ait du travail. Et puis, il faut aussi qu'il y ait un équilibre entre des projets longs, qui vont être plus radicaux, qui vont être plus risqués en fait, et puis des projets courts, des projets d'amélioration, des projets incrémentaux, qui sont beaucoup moins risqués. Il vous a dit hier l'intervenant que c'était extrêmement rentable de faire une nouvelle innovation incrémentale parce qu'on n'a pas eu besoin de beaucoup travailler, il n'y a pas beaucoup d'investissement. Si elle marche bien, ça va être extrêmement rentable. Voir les danettes et les multiples parfums, voir les desserts et les multiples variations, c'est aussi des manières de gagner de l'argent. Mais il faut donc que les entreprises équilibrent des projets risqués, des projets moins risqués, des projets à long terme, des projets à court terme. Et ça, ce n'est pas complètement facile, parce qu'il faut sélectionner les bons projets. Parce que les ressources, surtout en agroalimentaire, sont limitées. Il y a des secteurs où les ressources sont plus importantes. Mais de toute façon, on n'a jamais assez de ressources pour tout faire ce qu'on a en tête, et donc il faut faire des choix. Et alors, il reste difficile. Alors, les entreprises cherchent toujours à faire plus d'innovation radicale, parce que c'est ce qui peut déstabiliser leurs concurrents. Et il n'y a pas de martingale pour faire de l'innovation radicale qui marche. L'innovation radicale, donc, elle est risquée parce qu'on va investir beaucoup. Et peut-être que ça peut échouer. Donc, il y a toujours de la recherche là-dessus pour aider les entreprises à produire des innovations radicales. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire... Bon, quand je vous ai parlé de milliers, c'est un petit peu au stade de la recherche. Et puis, il y a d'autres noms que je vous ai cités. Il y en a d'autres dont je n'ai pas parlé, qui sont aussi à la recherche donc, de méthodes, de procédures pour faire de l'innovation radicale. Mais c'est au stade de la recherche. On ne peut pas dire que pour l'instant, il y ait une martingale magique pour arriver à faire une innovation de rupture et être sûr qu'elle réussisse sur le marché, quoi. Il y a des choses qu'il faut éviter de faire. Il y a des choses, on a des principes à appliquer pour réduire le risque, pour avoir plus de chances de réussir. Il y a des méthodes, il y a des principes, mais il n'y a pas de... Alors, il faut se méfier aussi parce qu'il y a aussi des gourous dans l'innovation. Il y a aussi des consultants qui ont tout à fait intérêt à dire qu'eux, ils savent et qu'ils vont aider l'entreprise à faire la rupture qui va leur... Donc, c'est vrai que c'est tentant pour un consultant d'avoir la méthodologie magique. Et donc, il faut se méfier un tout petit peu sur ces aspects-là. Donc, oui, ce qui est important de voir aussi, c'est qu'on demande beaucoup aux gens donc, de communiquer entre eux, de coopérer. Mais il faut dire que se communiquer avec les gens, coopérer avec quelqu'un d'autre qui a une autre contrainte, qui a d'autres objectifs, etc., en fait, c'est du travail, ça demande du temps, ça demande des efforts. C'est générateur, en fait, c'est générateur de stress, c'est générateur de... il faut toujours considérer que le temps de communication, le temps de coopération, c'est des temps qui existent, qu'il faut tenir. Il n'y a pas que la tâche. Stricto sensu, il y a aussi le temps de s'informer, le temps de demander aux autres ce qu'ils en pensent, etc. C'est des temps extrêmement importants, en fait. Ça prend beaucoup plus de temps qu'on ne l'anticipe généralement. Donc, se coordonner, communiquer, réagir à ce que disent les autres, travailler en équipe, faire connaître ses contraintes, tout ça c'est des contraintes, c'est du temps et c'est du stress. Et quand on a vu dans les projets qu'il y a souvent la ligne, disons, le chef de projet qui, lui, fait avancer son projet, et puis vous avez aussi tout le travail que vous avez à faire, que vous donne votre hiérarchie directe dans votre division, parfois ça aboutit à une surcharge de travail, parce que personne ne voit, en fait, l'ensemble du travail qui est demandé à l'individu. Et parfois, il peut se retrouver
avec des surcharges de travail. Donc, surtout qu'on est quand même dans un monde où il faut aller de plus en plus, il y a des exigences de délai qui sont de plus en plus importantes. Hein. Donc, il y a une pression qui est de plus en plus forte. Alors, aussi les problèmes d'escalade dans l'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que quand on a investi beaucoup dans un projet, quand on voit qu'il va mal, on se dit, ouh là là, la grosse perte qui se profile. Peut-être qu'il vaudrait mieux que j'investisse encore un petit peu pour qu'au moins on récupère la mise de ce qu'on a mis, même si on fait juste qu'équilibrer. Et comme ça, en fait, on creuse la perte. Et on continue. Donc ça, c'est un risque c'est pas facile hein, de gérer un projet quand il y a des gros investissements. Alors, ça peut se poser d'autant plus que la direction générale s'est beaucoup impliquée. Par exemple, a dit, je crois à ce projet, allez, on y va, on va prendre le marché. La direction générale ne devrait pas complètement s'impliquer dans les projets, elle devrait laisser les divisions fonctionnelles, chacune faire son travail, hein, parce que, ou les filiales pays aussi, hein, parce qu'il y a un certain nombre d'informations. La direction générale, elle n'a pas toutes les informations. Il y a certaines filiales pays qui connaissent mieux la situation dans le pays concerné. Il y a le marketing qui connaît mieux la situation sur les marchés qu'il étudie et la R&D qui connaît mieux aussi. Bon, les R&D, en général, je voudrais revenir un petit peu là-dessus, connaissent les bonnes R&D, ont une très bonne connaissance des marchés et sont tout à fait capables de dire là-dessus, il faudrait faire un test qualitatif ou là-dessus, il faudrait faire un test quantitatif. Donc, les bonnes R&D, elles travaillent, c'est pour ça que je vous disais, moi, je travaille en osmose avec le marketing, parce qu'en fait, elles ont cette culture-là et il n'y a pas de... Et comme je vous disais hier, il n'y a pas le marketing qui décide qu'on va faire l'étude qualitative ou même l'étude de marché. Bien sûr, il sera compétent. C'est le marketing qui aura le contact avec les agences de com, les agences marketing qui vont faire les études. C'est les agences de marketing qui font les études. Mais les bons R&D sont extrêmement décisionnels là-dessus et ils sont tout à fait capables de dire, là-dessus, il faudrait voir quel consommateur, comment on positionne ce produit pour les consommateurs. C'est une culture qui est très importante à avoir aussi en R&D, cette culture des marchés, des segmentations et des cibles. Sinon, ça ne se passe pas bien, quoi. Donc, problème d'escalade d'engagement, pour vous donner un petit exemple, c'est le film Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax. Vous savez, Léos Carax, c'est un réalisateur qui a une très forte personnalité, assez visionnaire. Et donc, ils voulaient reconstituer le pont. Ils ont d'abord voulu utiliser le Pont-Neuf à Paris pour tourner le film. La mairie de Paris a refusé pour des raisons de plan de circulation. Et du coup, ils ont été obligés de reconstituer le Pont-Neuf à une échelle pas tout à fait la même que le vrai, mais quand même très importante en banlieue. Et donc, ça a été un investissement très lourd. Après, il y a eu des problèmes sur le film. Et quand même, on a continué parce que le producteur, il avait quand même investi énormément d'argent. Et finalement, le film s'est mal passé, le film n'a pas bien marché quand il est sorti, et le producteur, il a fait faillite. Carrément, hein, c'est un film qui lui a fait faire faillite parce que, finalement, peut-être qu'on n'aurait pas eu, peut-être que l'œuvre vaut le coup et vaut la faillite de son producteur, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Mais peut-être que d'un point de vue de projet d'entreprise, en tout cas, on aurait peut-être dû arrêter avant et se dire, on est en perte, mais au moins, on ne va pas la creuser davantage et on arrête. Donc ça, c'est très difficile d'ailleurs, de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter un projet. Est-ce qu'on peut le sauver en continuant ou est-ce qu'il est insauvable et qu'il vaut mieux arrêter? On dit qu'il y a des projets serpents de mer comme ça dans les entreprises, des projets qui sont très séducteurs. Et donc, à chaque fois, des gens travaillent dessus un certain temps. Et puis, finalement, il y a quelque chose qui fait que à un moment, on s'aperçoit que non, et donc ce projet retombe dans l'oubli, mais il va ressortir quelques mois ou quelques années plus tard, et d'autres gens vont se remettre à travailler dessus. Et donc il y a des projets comme ça qui en fait gaspillent pas mal d'énergie, parce qu'en fait ils ont un côté séducteur qui fait que les gens travaillent dessus, mais ils n'aboutissent jamais. Donc il faut se méfier de ce type de projet, quitte à décevoir ces équipes qui ont travaillé, et on va leur dire c'est terminé, on arrête. Voilà, et donc toutes les entreprises ont progressé, et ce qui fait que maintenant, on a tellement de produits nouveaux qu'on a une concurrence qui est très très forte. L'innovation, en plus, les entreprises sont obligées d'en faire en bien de grande consommation parce que ça soutient aussi l'image des marques. Une marque sous laquelle il n'y a pas de produits nouveaux, elle va commencer à avoir une vision, une image un peu traditionnelle, un peu vieillotte. C'est important que sous une marque, on fasse de l'innovation.
D'un autre côté, les marques aussi aident à innover. Si vous faites un produit nouveau, s'il est sous une marque qui a déjà une bonne notoriété, ça va rassurer le client, et d'autres votre produit, le frein à acheter un produit qu'on ne connaît pas va être levé s'il est sous une marque qui a une forte notoriété. Mais donc c'est aussi pour ça qu'on a par exemple des innovations sur les linéaires où on se demande un petit peu, on se dit c'était peut-être pas absolument indispensable. Oui, mais en fait ça aide, ça anime aussi. La grande distribution est assez souhaite des innovations parce que c'est une manière de stimuler la demande. Il y a toujours des gens qui vont essayer ce produit, qui vont, bon, peut-être qu'aussi ça sera un marché considérable. Mais il y a énormément d'innovations en agroalimentaire qui ne durent pas plus de 2 ans. Au bout de 2 ans, donc en fait, c'est pour ça qu'en général, je lui demandais tout à l'heure, hier à l'intervenant, mais en fait, dans beaucoup d'entreprises, leur temps de retour, c'est 6 mois. C'est-à-dire qu'au bout de 6 mois, ils considèrent qu'il faut que les ventes aient remboursé tous les investissements en R&D, en équipement. C'est pour ça qu'après, si le produit, au bout de 2 ans, disparaît du marché, c'est pas très grave. Parce qu'en fait, s'il a été amorti en 6 mois, ça fait 1 an et demi de bénéfices, de ventes qui sont du bénéfice. Donc, quand on dit il y a plein de produits qui disparaissent, oui, mais il y en a beaucoup qui, en fait, ont été suffisamment rentables pour disparaître. Ça, c'est pour les biens de consommation, grande consommation surtout. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur cette partie gestion de l'innovation ?